Madame Dora Ferrani, vous êtes à la tête d'une association chargée de développer le commerce, si on peut le dire, tout en intégrant la commercialisation et en sensibilisant les agriculteurs avec les moyens de technologie moderne. Vous êtes aussi à la tête de la commission agricole au sein de la Chambre de commerce française en Égypte. Vous êtes une femme d'affaires. Et vous êtes à la tête d'une association chargée de sensibiliser le public à l'opéra et à la musique. C'est une activité sociale que vous pratiquez. Bonjour et bienvenue avec nous. Merci de m'avoir invitée. Madame Dora Ferrani, il y a beaucoup à dire. Commençons tout d'abord par votre formation. Elle est longue. Je suis originaire d'Alexandrie. Et j'ai donc fait toutes mes études, de mon enfance, du jardin d'enfants au baccalauréat, aux Dames de Sion, à Alexandrie. J'ai commencé ensuite des études à la faculté de lettres d'Alexandrie, que j'ai arrêté en plein milieu parce que je m'étais mariée et j'ai quitté l'Égypte. J'ai terminé mes études en France avec une spécialisation dans le domaine du marketing. J'ai vécu quelques 15 ans en France, puis je suis rentrée en Égypte, où je suis depuis. Et je dois dire que ce que je pratique aujourd'hui, mais je ne suis pas la seule à être dans ce cas, est beaucoup le résultat d'une activité professionnelle et d'avoir eu la chance d'avoir été au contact de quantités de personnes d'horizons différents et d'avoir acquis tout un ensemble de connaissances professionnelles qui m'ont amené à me spécialiser dans un certain nombre de domaines, dont l'information et dont le développement des affaires. Madame Dora Ferrani, vous êtes surtout spécialiste de développement dans le domaine des affaires, dans le domaine agricole. On aimerait en savoir plus sur le concept du développement. C'est une très bonne question parce que, en général, quand on parle du domaine des affaires, on définit ceci en termes de profit, en termes de marge bénéficiaire, mais le concept de développement n'est pas vraiment saisi. Et ce que j'ai fait dans mon activité professionnelle avant de créer cette ONG a été de systématiquement me tourner vers des activités nouvelles, donc génératrices de développement. J'ai comme cela été le pionnier, c'est tout ce que le secteur, mon milieu d'affaires me dit, mais c'est une réalité. Dans le domaine de l'information économique et financière, j'ai créé les premières bases de données d'entreprises en Égypte, puis introduit le réseau international le plus étendu de bases de données d'entreprises qui permettaient aux entreprises égyptiennes d'être sur les systèmes web du monde entier et d'être en même temps que les entreprises du monde entier sur ce système. Et par la suite, j'ai aussi lancé toute une série d'activités nouvelles qui n'existaient pas, telles que l'analyse financière des sociétés cotées en bourse, au moment où la bourse a été véritablement lancée au début des années 90. Et c'était des outils d'information qui existent dans d'autres pays, bien sûr, mais qui existaient pour la première fois en Égypte. Et j'ai voulu utiliser ce savoir-faire dans le domaine du développement à un secteur qui, d'habitude, n'a pas ce type de démarche d'association du développement aux affaires et qui est l'agriculture.
Vous avez une formation littéraire et cependant, vous vous êtes plus penché vers l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? À vrai dire, je me pose la question jusqu'à présent. Il se trouve que j'ai très vite eu l'occasion, dans le cadre des activités de ma société, de réaliser différentes études dans le secteur agricole. Et bien que ma famille vienne du milieu du coton, étant à Alexandrie, mais pas du tout dans l'agriculture, mais j'ai découvert ce secteur et il m'a toujours énormément intéressée. J'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs études dans ce domaine pour différents organismes, dont le ministère de l'Industrie égyptien, les programmes de la Commission européenne. Mais j'ai eu l'occasion donc de pouvoir créer une nouvelle structure, donc que j'ai délibérément choisi la structure des organismes non gouvernementaux parce qu'ils permettent mieux le développement que les sociétés commerciales au sens classique du terme. L'agriculture a toujours constitué une source fondamentale de l'économie égyptienne, de la production égyptienne, des exportations égyptiennes. Et cependant, il y a eu vraiment une décadence. Pourquoi d'après vous? Il y a vraiment plusieurs raisons à cela, qui se combinent malheureusement d'une façon très négative. La première est que malheureusement, depuis plus de 30 ans, pour ne pas dire, oui, au moins 30 ans, nous n'avons plus une vision claire de ce que devrait être la stratégie agricole du pays, avec des contradictions permanentes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que malheureusement, on n'a pas introduit la technologie dans l'agriculture et c'est un point très négatif parce que d'une part, on a raté toute une série de développements technologiques et l'agriculture, contrairement à ce que l'on peut penser, est par excellence un secteur de haute technologie. Et le résultat, entre parenthèses, est que les jeunes ne veulent plus aller vers l'agriculture parce qu'il a justement cette image négative. Et enfin, la troisième raison, bien sûr, est que l'on a une absence totale de planning familial et que on ne pouvait pas ne pas avoir de crise. Nous sommes passés de 20 millions d'habitants il y a 70 ans à peu près à plus de 90 millions maintenant, et toujours sur le même pourcentage de terre, même si on considère bien sûr qu'il y a beaucoup de fédans qui ont été récupérés en termes de terres cultivables, mais en même temps, il y a eu beaucoup de fédans qui ont été perdus parce que récupérés par la construction, et aussi parce que le planning urbain et rural n'était pas fait correctement. Et nous payons le prix de tout ça maintenant. Au niveau des méthodes, des techniques et des technologies dans le domaine de l'agriculture, est-ce que le tout est mis à jour? Bien sûr que non. Et ce qu'il y a de vraiment, comment dit-on, il est important de mentionner cela parce que cela donne espoir que c'est faisable, qui est que dans le même temps que l'agriculture en Égypte était sur une pente descendante, dans le même temps, il y a eu en Égypte, donc terre égyptienne, eau égyptienne et soleil égyptien, toute une série de sociétés qui se sont créées, développant de grandes fermes, ce qu'on appelle l'agriculture commerciale, et qui ont eu des succès retentissants, avec des marges bénéficiaires formidables et qui exportent. On en est à 3 milliards de dollars d'exportation de fruits et de légumes égyptiens et ceci a été fait durant ces 15 dernières années. Donc c'est la preuve que c'est faisable. Donc c'est une question, encore une fois, de gestion et d'organisation et de planning. Mais ce sont les mêmes Égyptiens qui travaillent là et qui travaillent là.
Vous savez, on a tendance à voir des vêtements prêts à porter, importés de l'étranger, ayant une étiquette indiquant que c'est du coton égyptien. Donc ça fait mal, parce que c'est notre coton, mais nous, on n'en profite pas. Donc, comment pouvez-vous évaluer cette crise du coton égyptien qui était à la base de l'agriculture égyptienne? C'est un drame, et je trouve que le gouvernement, enfin, ce n'est pas le gouvernement actuel, c'est les gouvernements passés, sont vraiment criminels de ne pas avoir reconnu à haute intelligible voix leur faillite et les raisons de la faillite. Le coton est par définition un produit agricole industriel. Donc, ce qui a été la réussite extraordinaire du coton en Égypte, durant jusqu'il y a 70 ans, disons, à peu près, est le fait qu'il y a une véritable filière, c'est-à-dire que l'intégration de toutes les étapes de la culture du coton jusqu'au produit fini, une chemise ou une robe que l'on porte, était absolument développée, structurée. Il y avait une mécanique de financement du secteur qui était la bourse du coton. Alexandrie a quand même été la première bourse du coton au monde. Et donc ça, c'est un point numéro un, qui est que la mécanique de financement du coton, parce que le coton est ce que l'on appelle une commodité, donc de façon à pouvoir réguler le prix du coton, c'est très important, de le financer et de pouvoir financer des récoltes à l'avance. Enfin, c'est la mécanique de la bourse, je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais il y avait la culture du coton était organisée. Il est vrai qu'elle était dans les mains des grands propriétaires terriens. Et il est vrai qu'ils ne traitaient pas les fermiers qui travaillaient leurs terres comme ils devraient les traiter. Et il est vrai qu'avoir donné des terres aux Égyptiens, c'est une chose tout à fait excellente, mais là où les erreurs ont été commises, c'est de ne pas voir qu'on ne peut pas enlever un système et ne pas le remplacer par un autre système. Et c'est là où a été le début de la déliquescence et de la descente aux enfers du coton égyptien, qui est que les différentes structures, donc l'agriculture du coton a été nationalisée, les unités de transformation qui appartenaient à différentes personnes privées ont été nationalisées et données à gérer à des personnes qui n'étaient pas compétentes, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au fil des années, d'une part, nous avons cessé d'être présents en qualité et en quantité dans le monde, et comme la nature a horreur du vide, d'autres pays se sont engouffrés dans la brèche, et en particulier nos amis les Américains ont récupéré des variétés de semences de coton égyptien et ont développé un coton qui n'est pas aussi bon que le coton égyptien, mais qui est quand même très proche. Voilà. On a démoli sciemment, en se cachant les yeux comme si non, ce n'est pas nous, ce n'est pas vrai, mais j'ai entendu ce sont des sujets qui me font réagir très fort, parce que, comme je vous l'ai dit, je viens d'une famille du coton. Mon grand-père avait l'une des plus grosses agences de change à la bourse du coton, puis mon père. Donc j'ai baigné dans ce milieu et je l'entendais depuis l'enfance. Mais je vous disais que j'ai entendu à la télévision un responsable, sans mentionner le nom, qui faisait remonter les problèmes au fait que la société d'État d'import-export de coton a été démantelée. Non, les problèmes remontent au démantèlement
du coton depuis le départ. Un projet grandiose a eu lieu récemment et c'est la culture d'1,5 million de fédans de blé. Donc comment voyez-vous ce projet? Eh bien, pour commencer, Dieu merci, on n'en parle plus comme étant pour le blé. Parce que même si les prix des produits agricoles, selon la Banque mondiale, vont augmenter l'an prochain, bien, toutes ces 3 dernières années, ils étaient bas, il n'en demeure pas moins que le coût du développement de ces terres fait que la production du blé là-bas ne sera absolument pas compétitive. Et donc la démarche raisonnable, mais il faudrait que le gouvernement l'annonce d'une façon claire comme étant la stratégie agricole du pays et de se donner un objectif de production du blé local de façon à avoir une couverture stratégique et un objectif d'importation du blé parce que quoi que l'on fasse, on n'arrivera jamais à produire un blé plus compétitif que les pays qui ont de très très vastes étendues et qui n'ont absolument rien à faire puisque la pluie s'occupe de pratiquement tout le reste. Par contre, toutes ces terres doivent être pour partie consacrées à développer des produits à haute valeur ajoutée. Par exemple, ce sont des terres qui sont vierges et qui permettraient de développer toute une série de produits d'agriculture biologique et qui a une forte demande de par le monde qui permettrait de gagner beaucoup de devises, de générer beaucoup de devises pour le pays, qui pourraient être utilisées à traiter, à acheter les produits manquants. Madame Dora Ferragni, vous êtes la fondatrice, présidente d'une organisation chargée de développer et de commercialiser les produits agricoles et de sensibiliser les agricultures en matière de technologie moderne et de les faire profiter de ces éléments technologiques. On aimerait en savoir plus sur ce projet. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que ces méthodes ont été appliquées avec un énorme succès en Inde en particulier et dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison, le paysan égyptien n'est pas plus bête, au contraire, a priori, que le paysan indien ou le paysan kényan ou camerounais ou de Tanzanie. Donc ça, c'était la première démarche. La deuxième démarche était de voir que, ayant fait des études bien sûr dans ce domaine, que l'objectif principal et le problème principal du fermier en Égypte, et surtout ceux qui ont des petits domaines, ce qui est le cas à 75% à peu près des terres cultivables en Égypte, est de mieux vendre ses produits. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils ont de tout petits lopins de terre qui ne sont pas structurés et organisés parce que malheureusement les associations de fermiers et les coopératives ne fonctionnent pas comme par exemple elles fonctionnent dans beaucoup d'autres pays, ce qui est un des problèmes d'ailleurs majeurs, si on lui donne la possibilité de mieux vendre, si on lui donne des alternatives à ce qui se passe à l'heure actuelle où il n'a devant lui que l'intermédiaire, le middleman, qu'à ce moment-là, il fera
plus d'efforts, il cherchera à mieux améliorer la qualité parce qu'il a la possibilité de vendre à de meilleures conditions. Et c'est ce que l'on s'est donné comme objectif au niveau de l'ONG, donc de créer une plateforme commerciale que nous gérons au sein de l'ONG pour le compte des fermiers et dont l'objet est de le mettre en relation avec son marché, mais en utilisant les outils du mobile et du web. Pas parce que l'on voulait être à la mode, ce n'est pas du tout l'objectif, mais c'est parce qu'ils ont démontré leur incroyable efficacité, qui est que, par exemple, avec une bonne application mobile que l'on a réussi à faire, nous mettons en contact le fermier avec la possibilité d'offrir le produit qu'il a à vendre, par exemple, annoncé sur l'outil mobile, qu'il va avoir à vendre, mettons, 1 tonne de tomates dans un mois, et de recevoir des offres pour sa tonne de tomates de la part des différents acheteurs, puisque nous faisons la promotion de cet outil aussi bien chez les petits fermiers que vers leur marché. Vous avez recours au portable et aux applications figurant sur le portable, mais est-ce que les paysans sont capables d'utiliser les smartphones? Ce que nous faisons, c'est que nous ne mettons pas en avant le mobile ou le web. C'est ce que l'on a trouvé. Nous mettons en avant le service, c'est-à-dire El Souk. C'est l'outil qui leur permet de mettre leur offre en ligne et de recevoir des demandes. En même temps, les fermiers il y a un pourcentage de pénétration des smartphones qui est tout à fait étonnant, qui est de l'ordre de 1/3, par exemple dans le Delta. Comme vous le savez, je pense qu'on peut dire que la quasi-totalité des Égyptiens ont un mobile, même étant entendu que c'est du plus petit modèle jusqu'au modèle le plus développé. Et ils utilisent le mobile d'une façon quotidienne, dans leurs activités quotidiennes. Et de ce fait, bien sûr, il va y avoir une étape à franchir, qui est de les habituer à utiliser le mobile de cette façon. Mais nous comptons sur le fait que les résultats vont parler d'eux-mêmes. Si nous optons pour l'évaluation des résultats, où en sommes-nous? Quel est le résultat de toutes les activités que vous avez créées? Eh bien, je trouve qu'en l'espace de 2 ans, parce que nous avons travaillé depuis 2 ans là-dessus, on a réalisé vraiment pas mal de choses, dans le sens où, d'une part, il y avait lieu de créer l'outil lui-même, c'est-à-dire l'application mobile et le web, mais il y avait aussi, et c'est un point sur lequel je souhaite insister, c'est que les outils mobiles et web ne sont pas suffisants s'ils ne sont pas inscrits dans tout un système commercial qu'il s'agit de mettre en place. Et on a acquis l'intérêt et la collaboration des grands groupes qui représentent les acheteurs potentiels et qui sont intéressés, tels que la Chambre des industries alimentaires, tels que le Conseil des produits agricoles, d'exportation de produits agricoles, et qui commencent à utiliser le système d'un côté. De l'autre côté, nous sommes arrivés maintenant à 100 associations de fermiers qui sont membres du réseau, parce que l'une des clés du réseau est également d'aider les petits fermiers à faire des offres combinées, de façon à pouvoir présenter leurs produits dans des volumes qui intéressent l'acheteur. Nous sommes en train de travailler un programme avec
les deux sociétés de coopératives de consommation, la société El Ahram et la société El Nil, pour organiser le fait qu'ils livrent en direct, que les fermiers livrent en direct à ces sociétés de façon à pouvoir réduire les coûts au niveau du consommateur et en même temps permettre aux fermiers de gagner plus d'argent. Madame Dora Ferrani, vous êtes la fondatrice et présidente d'une association chargée de combiner le développement agricole avec les technologies modernes et de commercialiser aussi les produits et de sensibiliser et de former et cadrer les agricultures selon les technologies modernes. Vous êtes à la tête d'une commission, de la commission agricole au sein de la Chambre de commerce française en Égypte et vous êtes une femme d'affaires. Merci de nous avoir accordé ce petit tour provisoirement au sein de votre monde. Nous avons encore beaucoup à découvrir, donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci. Merci. Eh bien, il y a encore beaucoup à découvrir dans le domaine de l'agriculture, beaucoup à découvrir dans le domaine du commerce. Il y a encore beaucoup à discuter concernant l'économie égyptienne, concernant la crise du dollar, relativement parlant par rapport au domaine de la commercialisation. Et on va aussi parler d'opéra. Donc, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.